la Commission électorale nationale indépendante a été donc le 20 septembre courant en face des acteurs politiques, essentiellement délégués des partis et regroupements politiques dans le cadre des concertations entre ces forces politiques et elles-mêmes, l'organe habilité à organiser les élections au Congo-Kinshasa. Qu'en retenir de ce cadre de concertation? La confiance est-elle réhabilitée ou rétablie entre les deux partenaires? Nous allons tenter de répondre à ce questionnement avec l'invité de ce soir, Chrysostome Vahamouiti. Il est secrétaire exécutif national adjoint de l'Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès ADRP, également secrétaire général du MSR, le parti de Rubota. Alors, dans quelques instants, nous allons donc aborder ce sujet sans plus tarder, juste après ces transitions. Comme annoncé, notre invité est là, dans ce live. Chrysostome Vahamouiti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, comme je l'ai annoncé, le secrétaire exécutif national adjoint de l'Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, ADRP, parmi les forces politiques du pays, avec pratiquement 3 ou 4 partis phares. Et la force politique de ce regroupement, c'est le MSR, Mouvement social pour le renouveau. Vous êtes... Ces 3 partis, quelques alliés. Il y a le MSR, il y a l'ATCR, il y a le PARECO. Quelques alliés. Voilà, donc... Pas seulement le MSR. J'ai parlé de parti leader. Vous êtes
également le secrétaire général du mouvement social pour le renouveau, dont le ministre Robota est l'autorité morale. On peut parler président national ou autorité morale? Président national. Ah, parce voilà. qu'on a arraché le concept Autorité morale. de nos statuts. C'est une résolution du 3e congrès. Très bien. Vous avez plusieurs casquettes, ancien ministre provincial, ancien ministre national en charge de l'agriculture, pêche et élevage. C'était un méga ministère. Plutôt ancien député provincial. Je n'ai jamais été ministre provincial. Voilà, merci pour la précision. Alors, je mets l'accent sur votre passage dans ce méga ministère de l'agriculture, pêche et élevage. C'était un méga ministère, sous Matata Pognomapo. Oui. Vous êtes aussi un scientifique, chef des travaux à l'Université catholique de Graben, dans votre Butembo natal. Plusieurs casquettes, si nous nous mettons à dire ce que vous êtes ici, on risque de dormir. Alors, ce soir, on vous reçoit... La modestie nous l'interdit. Voilà, donc ce soir, ce qui nous intéresse, c'est votre casquette de secrétaire exécutif national adjoint de l'ADRP. Vous avez été justement le 20 septembre courant parmi ceux qui ont échangé avec la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre de ce cadre de concertation. Dites-nous, c'est quoi ce cadre de concertation dont les rencontres se multiplient seulement à l'approche des élections? Le cadre de concertation, c'est un espace qui permet à la CENI de dialoguer avec les parties prenantes au processus électoral. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas la CENI seule qui organise les élections. C'est plusieurs parties prenantes et la CENI n'est en fait qu'une partie prenante aussi parmi tant d'autres, mais à qui le cadre juridique donne ce pouvoir d'organiser les élections et d'organiser le référendum. Et donc, il y a beaucoup d'autres parties prenantes. On peut citer le gouvernement, on peut citer les acteurs très importants qui sont les partis politiques et leurs regroupements. On peut citer la société civile dans toute sa constellation. On peut citer les médias. On peut aussi particulariser les jeunes et les femmes. On peut citer les personnes vivant avec handicap. Donc, tous ces différents groupes, sans oublier les partenaires extérieurs au processus électoral. Il y en a qui sont techniques, il y en a qui sont financiers. Et donc, pour mener à bon port un processus électoral, l'organe de gestion des élections, chez nous c'est la CENI, doit pouvoir dialoguer en permanence avec ces différents acteurs. Et donc, c'est cet espace de dialogue qu'on appelle cadre de concertation. Et pour le cas de mercredi passé, c'était le 20 septembre, c'était le tour des partis politiques et des regroupements politiques de dialoguer avec la CENI, donc tout le bureau de la CENI qui se met à la disposition des partis et des regroupements politiques pour essayer de changer ça tabou. Voilà, c'est un cadre, c'est défini dans notre cadre légal lié aux élections. C'était chaud, on a suivi justement la restitution par les médias à nous sommes. Monsieur Vahamouiti, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre CENI, parti et regroupement politique, du moins pour la rencontre du 20 septembre? Il y avait un ordre du jour, comme dans toute rencontre, mais le point important, l'output, ce qu'il en est sorti, c'est d'abord la CENI a rassuré les acteurs politiques, que sont les partis politiques et les regroupements, que les élections auront bel et bien lieu à décembre. Donc, toutes ces rumeurs... Le 20 décembre, il y aura élection. Oui, il y aura des dialogues, il y aura des reports, tout ça. La CENI a tenu à préciser que cela n'est pas dans son agenda. Peut-être quelque chose de force majeure. Mais la CENI a dit non, nous sommes en train de nous préparer. Nous avons terminé toutes les fondations
vous ne verrez que la toiture. Donc soyez prêts, préparez-vous. C'est la première assurance que nous avons reçue de ce dialogue-là. La CENI a aussi voulu faire une démonstration sur le dispositif électronique de vote. Celui, une phrase qui a remplacé la machine à voter. C'est un nouveau nom de baptême de la machine à voter. Dispositif. Mais je crois que, compte tenu du mauvais souvenir de 2018, oui. Et comme le français est assez riche, il fallait aussi aller vers là. Bon, c'est un français long, plus que machine à voter, mais désormais nous allons nous habituer à dispositif électronique de vote. Et donc, il y a eu toute une DEV. Non, ça c'est DEV. DEV, dispositif électronique de vote, c'est ce qu'on nous a dit. Et donc, ces machines-là sont prêtes, on est en train de les configurer. Comme d'ailleurs les listes définitives sont là, je crois que ça va pouvoir s'accélérer. Et nous avons eu droit à une démonstration. C'est un deuxième fait qui nous a rassurés. Donc sur place, les responsables, les délégués des partis et regroupements politiques ont, dans la praxis, essayé de voter par DEV. Oui, la même démonstration. C'était rapide, c'était rassurant. Oui, bon, on a déjà expérimenté chacun, du moins ceux qui ont voté en 2018. Nous avons eu à expérimenter et c'est la même chose. Sauf que pour les chefs-lieux de province et la ville capitale Kinshasa, il y aura 4 élections simultanées, selon ce qu'on nous a expliqué. Donc vous devez voter votre président de la République, votre député national, votre député provincial et votre conseiller communal. Et on nous a montré ce coupeau-là, comment ça va se passer. Et donc c'est d'ailleurs quelque chose... Donc il n'y aura pas des bulletins Bible? Non, c'est tous les 4 coupons pour les 4 élections. Et là où il n'y aura pas d'élection communale, c'est 3 coupons, sont sur un seul bulletin. Et donc c'est le même truc que vous introduisez partout et ça écrit qui tu as voté, etc. Et qui sera découpé et mis dans des paniers. Et ça pourrait prendre au maximum combien de minutes pour les 4? Nous sommes dans l'approche, dans le cas pédagogique de la ville de Kinshasa, 4 élections. On peut parler de 4 élections ou 4 votes. Présidentielle, législative nationale, législative provinciale et puis municipale. Ça pourrait prendre combien de temps lorsque vous avez expérimenté dans la salle avec la CENI, cadre de concertation? Selon la CENI, c'est 1 minute et demie. Vous avez vu ça, vous avez palpé 90 secondes. Vous avez palpé ça de vos doigts. On a fait l'expérimentation, je crois que ça a légèrement dépassé. Encore qu'il s'agit de techniciens de la CENI qui manipulaient la machine. Mais à mon avis, et ça a été une des recommandations de ce cas de concertation, il faut vraiment intensifier la sensibilisation autour du dispositif électronique. Nous ne sommes pas encore au niveau des observations que vous, ADRP, vous, Chrysostome, vous formulez à l'endroit de la CENI. Nous sommes encore au niveau de ce que vous avez retenu. Officiellement, la CENI estime que c'est 1 minute et demie, mais il est évident que ça ira au-delà. Vous m'interdisez de donner d'autres observations, je m'arrête là. C'est tout ce qu'on peut retenir de cette rencontre. Alors, il faut aussi savoir que la CENI a invité les partis politiques et les regroupements politiques à accréditer leurs témoins, ainsi que les journalistes et les observateurs. Vous savez, il y a une partie importante... Ainsi que les témoins des candidats. Les témoins des candidats ou des partis politiques. Parce que les candidats viennent des partis politiques ou des regroupements politiques. Vous savez, pour gagner une élection, il ne suffit pas seulement de sensibiliser les électeurs. Il faut une bonne surveillance électorale. Et c'est le point le plus faible des partis politiques et des regroupements politiques dans la plupart de nos pays africains. On passe beaucoup de temps à bavarder, à parler sur RFI, etc. Et on n'organise pas la surveillance électorale. Voilà. Quel parti est capable de dire simultanément avec la CENI, moi j'ai réalisé le seuil, ce n'est pas 250 000 voix ou 300 000 voix, et j'ai des preuves. En 2018, on a constaté que pratiquement aucun parti ne pouvait le dire. Les témoins, un candidat
où un parti politique ou un mouvement politique doit les réunir, doit les faire accréditer auprès de la CENI, au nombre de combien est-ce que vous avez les estimations, par exemple? Je commence par la formule la plus simple. Un candidat député national ou député provincial, pour la ville de Kinshasa, dans une circonscription, il y en a 4. Combien de témoins il doit mobiliser pour pouvoir, le soir, déjà commencer à se faire une idée nette de ce qu'il a réalisé comme score? Et là, la CENI nous a donné une précision. Oui. C'est qu'il y aura à peu près 75 000 bureaux de vote. Et normalement, un parti qui se respecte doit avoir un témoin par bureau de vote. Et d'ailleurs, c'est une des questions qui a été posée par les participants. Compte tenu du nombre... Un seul témoin par bureau de vote. Un seul témoin. Donc, c'est que... Encore qu'il y a 916 partis politiques. Alors, donc, c'est la question pratique. Comment la CENI organise-t-elle le passage des témoins dans les bureaux de vote? Et ça pose un sérieux problème. Et aux acteurs politiques et à la CENI elle-même. Alors, je voudrais avoir une précision. Au niveau de l'ADRP, vous avez parlé de 4 partis politiques ou 3 ADRP. Nos candidats sont de l'ADRP. Voilà. La CENI ne demande pas de parti politique. Il demande au mouvement politique. Oui, donc nous sommes, moi, je suis candidat député national dans le territoire de Lubero. Alors, je ne suis pas candidat d'IMSR, je suis candidat ADRP. Voilà. Mais maintenant, les nombres vous avez aligné au-delà de 400 candidats à la députation nationale. Environ 450 pour l'ADRP. Est-ce que chaque candidat député national devra devra avoir un témoin dans chaque bureau de vote? Pas du tout. Déjà, on a plus de 900 partis politiques. Et ces partis politiques se sont regroupés, c'est aussi pour des raisons pratiques. Donc je pense que l'observation électorale devrait s'organiser au niveau des regroupements politiques et pourquoi pas au niveau des familles politiques, c'est-à-dire au-delà des regroupements politiques. Parce que les regroupements politiques, je crois, et les partis politiques qui ont présenté des candidats aux élections, nous sommes, je crois, dans les 68. En tout cas, c'est une soixantaine. Et même là, ça pose problème. Et on prévoit un timing que les témoins puissent se remplacer dans les bureaux de vote, les témoins se bousculent là-bas à l'extérieur. À tour de rôle. Voilà. Parce que l'étroitesse de certains bureaux de vote ne va pas permettre que tout le monde y accède. À mon avis, il faut mettre l'observation électorale au niveau des grandes familles politiques. Maintenant, ça ne peut pas passer parce que ce soit l'Union Sacrée, que ce soit l'FCC, que ce soit la MOCA, c'est trop grand. Et dire, voilà, on aura un témoin pour l'Union Sacrée, mais il viendrait de quel parti? Et les gens vont commencer à se chamailler. Donc ce n'est pas une question facile. C'est tout ce qu'on peut retenir de ce cadre de concertation, une réunion importante où il y a encore d'autres points, avant qu'on ne parle des observations que vous avez soulevées. En fait, je vous évite d'autres détails. De tout ce qui est petits détails, mais toutes les informations pertinentes ont été données et certaines questions ont été posées par les participants. Mais vous m'avez demandé au stade actuel de ne pas jamber sur quelques préoccupations majeures. Justement, nous en sommes aux observations que vous avez ADRP formulées, des observations particulières sur les cadres de concertation. CENI, parti et regroupement politique, autrement les atouts, les points forts et les faiblesses. Moi, je dirais que le point fort de la CENI actuelle, de l'équipe Kadima, il y a une certaine, pas une certaine, il y a une régularité des cadres de concertation. Parce qu'il y en a aussi avec d'autres parties prenantes. Et nous en sommes, nous et la CENI, nous, partis politiques et regroupements politiques, nous en sommes au 4e cadre de concertation. Ce qui est déjà une bonne moyenne. Le dernier cadre de concertation, c'était le 31 juillet. Mais sous Malumalu, ça s'est multiplié les cadres de concertation. Ça s'est multiplié, même sous Nanga. C'est ce que j'ai dit. Je trouve ça comme un point fort. Donc, la CENI de Kadima n'a pas dérogé à la règle. Je considère ça comme un point fort. Et le deuxième point fort, c'est que la haute hiérarchie de la CENI se disponibilise. C'est toute la plénière qui se déplace pour venir répondre aux préoccupations
de partis politiques. Le troisième point fort, c'est l'inclusivité. On n'exclut personne, quelle que soit la taille du parti, quelle que soit son implantation, dans un quartier ou dans tout le pays, tous ils sont invités à la table. Il n'y a pas d'exclusion et je ne pense pas que vous ayez eu une plainte dans ce sens-là. Et troisièmement, c'est que, quatrièmement, il y a une liberté d'expression. Il n'y a pas une police pour empêcher tel ou tel autre de dire ce qu'il pense. Bon, voilà, je considère ça comme des points forts, mais il y a également ce qu'on pourrait considérer comme des points faibles. Donc, régularité des réunions de cadre de concertation, vous en êtes à la 4e réunion. Disponibilité et du membre du bureau et de ceux de la plénière pour répondre aux préoccupations des politiques que vous êtes. Et puis, ou des acteurs, comment on appelle ça, les forces en présence ou les acteurs qui participent au processus électoral. L'inclusivité, oui, pour force en présence. Oui. Et voilà, on en a 4. Hein. Et l'expression démocratique. L'expression démocratique. Je n'ai jamais vu quelqu'un être empêché de prendre la parole. Et ça, je trouve que c'est un point fort. Très bien. Quelques faiblesses comme toute œuvre humaine. Il ne manque perfectible. Pas. La première faiblesse, je dirais qu'elle est légale. C'est vrai, le bureau de la plénière de la CENI dialogue avec les acteurs politiques, tout comme avec les autres parties prenantes. Mais qu'est-ce qui la sort? Qu'est-ce qui la sort? Est-ce qu'il y a des décisions, il y a des recommandations, ou c'est tout simplement un bavardage et puis ça s'arrête là-bas? Donc je crois que lorsqu'on va réformer notre cadre légal lié aux élections, il faut préciser, il faut donner une certaine force, ne fût-ce que des recommandations. Mais ça devient comme une conférence de presse où les gens parlent et posent des questions, exactement comme dans vos conférences de presse, et ça s'arrête là-bas. Et même les questions les plus pertinentes, c'est vrai, il y a des réponses, mais on ne sait pas la suite. On ne sait pas la suite. Je me rappelle que dans les derniers cadres de concertation, la question a été posée au président de la CENI, Denis Kadima, de savoir quel sera le système de transmission des résultats. Est-ce qu'on va s'attenir à la transmission par le dispositif électronique de vote, ou bien on va attendre le comptage manuel? C'est une des questions pertinentes qui a été posée, mais vous sentez que, bien sûr, le président de la CENI a dit que les gens n'ont plus peur du dispositif électronique de vote, les gens ont déjà confiance au système, mais il y a autant de questions qui méritent, parce qu'on est candidat à différents niveaux. Mais comment expliquer le DEV, dispositif qu'on appelait machine à voter? Vous votez par DEV, et puis après, vous allez passer à ce qu'on appelle un comptage manuel. Comment expliquer ça? C'est ce qu'on appelle le vote semi-électronique. C'est tout simplement pour rassurer toutes les parties prenantes. Parce que, bon, il y a des candidats à plusieurs niveaux. Il y en a qui seront des candidats président de la République, députés nationaux, provinciaux, communaux. Tous ont besoin d'être rassurés, chaque candidat à son niveau. Et je crois que c'est une des questions qui a été posée. Donc c'est normal, c'est un vote semi-électronique. Vous voyez même aux États-Unis qui fabriquent ces machines-là, ils se disputent toujours à la fin du vote. Et nous qui sommes une jeune démocratie, j'estime, Fabien, qu'il n'y a rien d'étonnant, que les acteurs doivent se mettre ensemble pour trouver un modus vivendi qui convient le mieux et qui rassure tout le monde. Donc, je considère que le cadre légal qui institue le cadre de concertation ne donne pas un pouvoir réel. C'est comme une conférence de presse et on se disperse. Et il faut qu'on dise qu'est-ce qui sort comme conclusion. Est-ce une décision? Est-ce une recommandation? Est-ce que la CENI est tenue par les propositions des parties prenantes? Ce que les partis politiques disent dans ce cadre-là, est-ce que ça lie la CENI? Ça, c'est la première faiblesse. La deuxième faiblesse, il n'y a que quelques partis qui ont leurs responsables là-bas. Tous ces gens qui se disent autorité morale des partis politiques, ils préfèrent envoyer des gens qui n'ont pas assez
qui n'ont pas assez de responsabilités dans le parti politique des mandataires. Et finalement, la haute hiérarchie de la CENI se retrouve en train d'échanger, de dialoguer avec des gens qui ne sont pas suffisamment représentatifs de partis politiques. Et donc ça, c'est une faiblesse considérable. Je pense qu'on n'est pas autorité morale, on n'est pas grand politicien, parce qu'on évite d'aller là où il y a la CENI, là où il y a tout le monde, parce qu'au même moment, les préoccupations qu'on n'arrive pas à aller exprimer là où il y a la CENI, vous constatez que les gens sont en train de les exprimer à gauche et à droite, sur des radios, sur des chaînes de radio, sur des plateaux de télévision. Et donc, il est important que la CENI puisse exiger que chaque parti politique soit représenté au plus haut niveau. Et non pas par des gens qui font du bruit n'importe quand et à n'importe quel moment. Donc la CENI doit être exigeante sur la qualité. La troisième faiblesse, c'est peu la taille. Comme on a beaucoup de partis politiques, comme on a beaucoup de regroupements politiques, c'est toute la salle de spectacle du Palais du Peuple ou la salle de conférence des affaires étrangères qui est pleine à craquer. Et donc ça ne favorise pas un dialogue très rapproché entre la CENI et les forces politiques. Mais il ne faut pas non plus, parce que nous avons trouvé ça comme une qualité, l'inclusivité, éviter tout le monde, il ne faut pas non plus limiter. Et ça pose la question, est-ce que le cadre peut se limiter au regroupement politique et qu'on essaye d'avoir des échanges plus rapprochés? Parce qu'il y a trop de participants, compte tenu du nombre de partis politiques. Et en fait, c'est un petit marché où les gens n'ont pas le temps de s'exprimer, où tout le monde veut parler et le temps n'est pas suffisant pour parler. Donc il y a une interpellation à faire aux autorités morales des partis politiques qui ne veulent pas venir au cadre de concertation alors que la CENI est représentée au plus haut niveau. Voilà quelques considérations que je peux émettre comme des points négatifs par rapport à ce cadre de concertation. Alors, les autorités morales, les leaders des grandes formations politiques ou d'autres, parlons en général des partis et regroupements politiques, préfèrent envoyer des délégués au lieu d'être eux-mêmes sur place. C'est ça. Et c'est une grande limite. Et donc, les mêmes questions qu'on aurait dû poser à la CENI, parfois la CENI est affrontée à ces mêmes questions ailleurs. Alors qu'il y a un cadre de dialogue, un cadre de concertation. Et donc, c'est notre classe politique qui doit comprendre qu'il est important de dialoguer avec la société, avec la CENI, et par des responsables à haut lieu de chaque parti politique et de chaque regroupement. Une observation extrêmement importante, M. Vahamouiti, nous constatons que certains acteurs politiques préfèrent les meetings et les plateaux de télévision, les studios de certaines stations de radio pour allumer le feu, se comporter en pyromane, alors qu'il y a quand même un dialogue, un cadre de concertation où la CENI échange avec toutes les forces en présence. Je crois que nous l'avons dit. Ce cadre de concertation doit être instauré pour éviter toutes ces fausses rumeurs, pour éviter que chacun aille raconter sa vie sur le processus électoral. Et donc, c'est pour essayer d'avoir des réponses officielles. Voilà. Par exemple, dernièrement, on nous a dit non, ces numéros qu'on vient de publier ne sont pas les numéros qui seront dans le dispositif électronique de vote. Heureusement, la mise au point est venue vite. Donc, il y a soit une désinformation, soit une circulation lente de l'information, et ce cadre de concertation permet de pallier à ça. Il faut considérer ça comme un élément important. Il ne faut pas seulement se battre pour être membre du bureau de la CENI. Même quand on est responsable du parti, il faut aller vers la CENI, là où la CENI nous appelle. Ah, donc, ces numéros d'ordre, la précision a été donnée, ces numéros d'ordre, 368, 360 ou que sais-je encore, ce sont des numéros qui sont attribués aux candidats. En fait, Fabien, j'ai oublié un autre point fort, c'est que la CENI, de la bouche
du président Denis Kadima, a dit qu'il n'y aura aucun député national nommé. Et lui-même, il a dit. Ces machines ne vont pas nommer des députés. Il a dit que est-ce que la CENI qui le préside, les logiciels ne sont pas programmés pour certaines nominations, par exemple? Il a tenu à nous rassurer. Et nous nous attenons à ces mots. Pourquoi? Parce que certainement certaines personnes le racontent à gauche et à droite, mais il a préféré nous le dire lui-même, que les députés puissent travailler pour se faire élire. Les gens qui sont en train de rêver qu'ils seront votés, c'est peut-être, je ne sais pas si on a déjà nommé les gens, est-ce un mauvais souvenir du passé, je ne sais pas. Mais il nous a dit, aucun député national ou provincial ne sera nommé. Il va publier ce député national qui va réunir les voix conformément aux dispositifs légaux de notre loi électorale. Oui, mais cette loi électorale, M. Vamouti, est aussi taxée de discriminatoire par certains analystes. Oui, des analystes que j'ai trouvés objectifs. En ce sens que quelqu'un peut, avec le système, quelqu'un peut avoir 10 000 voix, il tombe. Et puis, donc, il peut avoir 5 000 voix, il tombe. Et c'est lui qui en a eu 500 et lui passe. C'est quand même inquiétant. J'ai eu l'opportunité de me spécialiser à la gestion du cycle électoral. Et les éminents professeurs qui nous ont formés à l'école de formation électorale en Afrique centrale nous ont dit qu'il n'y a aucun système électoral parfait. Il y a toujours des avantages et des désavantages. Et nous, notre pays, compte tenu de la situation post-conflit, a opté pour le système proportionnel. Et c'est de ça que vous parlez. Oui. Et dans le système proportionnel, ça signifie que chaque parti politique ou regroupement politique gagne un nombre de sièges proportionnel au nombre de ses voix. Et on sait que ça permet une représentation de plusieurs partis, contrairement au système majoritaire, surtout le système majoritaire absolu, où les gagnants gagnent tout et les perdants perdent tout. C'est ici que vous verrez aux États-Unis, même si les républicains ont 49%, ils auront 0 député dans la circonscription. Et ceux qui ont 51%, ils vont prendre tous les sièges. Ils raflent tout. Et les gens peuvent s'entretuer. Parce que les gens qui ont voté pour Vamouti, ils ont dit, mais nous avons voté notre fils massivement. Mais où est-ce que vous avez mis ces voix? Et voilà, ils ont même investi le capital, vous vous souvenez, à l'issue du duel Trump-Biden. Et donc, chaque système a ses inconvénients. Depuis le dialogue, depuis la Constitution de 2006, eux-mêmes, je crois, dans le dialogue de Sun City, on a opté pour le système proportionnel. Et il est prouvé à travers le monde qu'il est le plus adapté aux situations post-conflit. Et il est même à progression même dans certains pays européens. Et qu'a dit la CENI à propos des inquiétudes de ceux qui avaient des ambitions, par exemple, au niveau des élections municipales dans le Congo profond? La CENI a donc reporté ces élections dans certains coins du pays, sauf les villes, sont privilégiées. Quel est votre point de vue? Je veux donner un point de vue de quelqu'un qui a toujours défendu le milieu rural. C'est un grand défenseur de la ruralité. Ensuite, c'est ma problématique de recherche depuis 2018. Les élections locales face à la régularité du cycle électoral. Les dernières élections locales dans ce pays datent de 1987. Et donc ce mandat s'est terminé en 1992. On aurait dû organiser les élections locales à RDC en 1992. Et donc ça fait plus de 30 ans que la RDC n'a pas organisé des élections locales. Et nous sommes seulement 7 pays en Afrique à n'avoir pas organisé des élections locales pendant plus de 30 ans. Les autres pays, les élections locales sont entrées dans la pratique. Et donc, à mon avis, les élections locales sont un grand chantier qu'on ne doit pas considérer comme annexe aux autres élections traditionnelles.
Je ne comprends pas, moi, pourquoi on organise des élections locales seulement dans les chefs-lieux. Non, ça ne se justifie pas. Et pourquoi pas dans les chefferies, etc. Comme nous sommes dans un apprentissage, dans une reprise des élections locales, à mon avis, il fallait décaler toutes les élections. Si j'étais conseiller quelque part, j'allais conseiller qu'on puisse décaler toutes les élections locales 2 ans après les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Et donc, ça serait un chantier à soi. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que nous oublions. Quand vous demandez aux gens de voter le même jour, 4 élus, normalement, les thèmes de campagne ne sont pas les mêmes. C'est parce qu'en fait, on ne fait pas de campagne. Les enjeux des élections locales ne sont pas les enjeux des élections présidentielles ou législatives nationales. La campagne pour les élections locales porte sur des questions locales. Mais vous voyez que soit c'est l'élection présidentielle qui avale tout le reste, et des problèmes importants comme le fonctionnement de nos institutions provinciales, ou pendant 5 ans, on ne fait que mettre des bureaux d'âge, c'est comme ça qu'on appelle ça, à faire des motions, etc. Et quand nous organisons presque dans une précipitation des élections locales, nous risquons de décentraliser ces désordres-là. Donc demain, vous verrez dans les communes des bureaux d'âge, des motions, de ceci. Ces désordres va voir. Nous devrions d'abord terminer de nouveau l'architecture nationale, élection présidentielle, législative nationale et provinciale, revoir notre constitution et notre loi électorale pour redéfinir par exemple le mode d'élection des bourgmestres, des maires de ville, parce que déjà à 2019, lorsqu'on a revu la loi électorale, ça posait problème. Faut-il continuer à faire nommer gouverneur par 20 personnes, 30 personnes qui passent leur temps à se chamailler? Non. Nous devons d'abord revoir le cadre légal avant d'organiser les élections locales. Mais maintenant... Et tout le quinquennat, vous l'avez vu, il n'a été que celui des conflits dans les provinces entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial. Oui, mais le problème revient au pouvoir central. Tout ce qui devait tomber dans l'assiette du peuple, et c'est l'exécutif et les assemblées provinciales qui se le disputent ou qui se le disputent. C'est ça qui devait faire l'objet des thèmes de campagne maintenant. La décentralisation a échoué. Ce n'est pas que la décentralisation est mauvaise, mais le pouvoir central a tiré la décentralisation par l'acquis. Et vous avez multiplié le nombre de provinces, d'autres sans ressources, et vous voyez, est-ce qu'on a été conséquent? Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais j'aimerais vous dire aussi que les gouverneurs sont pris en otage par les élus provinciaux. Dans les provinces, il y en a qui sont payés 2 fois, Kinshasa avoir l'argent, et encore le petit budget provincial, les députés viennent au courant pour et si le gouverneur vont dire aux électeurs qui ne bouffe pas avec eux, et demain ils sautent. Motion des déchéances. Payé 2 fois par Kinshasa et sur le budget provincial. Donc, toujours liaté, alors les députés provinciaux bouffent doublement. Mais pour élire aussi, pour élire les gouverneurs, avant d'évaluer la décentralisation. Pour élire le gouverneur, élire les sénateurs, ces députés provinciaux bouffent de manière... En fait, on dit que... Bon, je ne sais pas, parce que vous risquez de me faire affirmer... Oui, mais là, c'est moi. Moi, c'est moi. Là, c'est moi. Ne me suivez pas dans ma petite rébellion d'esprit. Alors, élire le gouverneur... Bien informé. Oui, élire le gouverneur... Il bouffe. Élire le sénateur, il bouffe. Je ne sais pas encore. Motion, pour contrôler les motions, c'est toujours... Donc, je comprends que le vote des grands électeurs est très dangereux. Très dangereux et inapproprié à une jeune démocratie. Nous devons trouver un autre mode électoral et donc aller aux élections locales avec tous les problèmes que nous vivons au niveau des provinces. Ça, d'abord, redéfinir... le cadre légal qui réglemente la décentralisation, à mon avis, c'est une grave erreur. Et vous verrez des feux de brousse aussitôt qu'on aura organisé les élections communales. Dernière préoccupation, du moins pour ce soir. Vous êtes acteur politique, bien entendu.
MSR, à DRP, votre groupement politique, mais vous restez notable du Grand Kivu, surtout du Nord Kivu, une province en proie à l'insécurité chronique, avec les Rwandais qui nous font la guerre, avec aussi des groupes armés, avec d'autres acteurs qui sont les éleveurs des groupes armés, qui font bien leurs affaires. Alors, est-ce que l'Ituri pourra aller aux élections? Est-ce que le Nord Kivu pourra aller aux élections dans ce contexte qui est présentement celui de ces deux provinces? Qu'est-ce que vous conseillez par exemple? Je crois qu'il ne faut pas poser cette question-là. Demander si l'Ituri va aller aux élections, demander si le Nord Kivu va aller aux élections. Je peux vous donner des statistiques. Le Nord Kivu, c'est plus de 4 millions d'Arolais. L'Ituri, c'est autour de 3 millions d'Arolais. C'est-à-dire, si vous dites que ces deux provinces-là, j'ai lu ça même dans des réseaux sociaux, pas, ça doit être un aventurier qui a mis ça, tout comme ça peut être des ballots d'essai, c'est 7 millions d'habitants, les deux provinces-là. 7 millions d'électeurs. 7 millions d'électeurs, Arolais. Ouais. Et donc, si vous organisez... Et tous les jours, on tue là-bas, il y a aussi des électeurs de moins. Il y a aussi des naissances quotidiennes. C'est une des parties les plus peuplées de la République. Justement, mais les nouveaux-nés ne vont pas élire la chaîne de après une semaine, 2 mois, 3 mois. C'est la chaîne surpeuplée de la République. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envisager, il ne faut pas donner des béquilles au M23. Quelqu'un qui envisage ou qui proposerait aux autorités nationales, que ce soit la CENI ou le président de la République, Félix Tshisekedi, d'organiser des élections sans le Nord Kivu, sans l'Ituri, c'est qu'il est infiltré pour favoriser la balkanisation. Il y a une plaie qu'il ne faut pas négliger. En 2018, les circonscriptions de Butembo, ville, de Beni territoire, de Béni-Ville, n'ont pas voté de président de la République. Heureusement, le président de la République, Félix Tshisekedi, a tout fait pour que les premières sorties, il aille là pour rassurer, pour dire on vous a privé des élections. Il est allé à Beni, il est allé à Butembo. Vous savez qu'en 2018, le président Félix Tshisekedi, alors candidat, a été empêché d'arriver à Butembo par les gens qui devaient l'attendre. Mais par sa grandeur de cœur et d'esprit, il est venu après les élections pour dire je n'ai pas eu l'occasion de venir ici. En fait, ceux qui devaient l'attendre dans la famille politique, la Mouka ne l'ont pas attendu. Heureusement qu'aujourd'hui, ils sont devenus des alliés de première taille. Donc, il a pu réparer ça. Alors, quand une population qui a 2 élections présidentielles ne vote pas de président de la République, vous voulez briser le nationalisme kivusien. Depuis 60, les populations du Kivu ont toujours été alignées derrière le nationalisme. Ils ont été derrière Lumumba. Et aujourd'hui, ils sont toujours derrière des causes nationales. Alors, il faut éviter des choses qui peuvent briser ça. Ça signifie que on peut tomber dans des pièges. Vous voyez que la population s'oppose catégoriquement à la rébellion. Même la population de Massissi, de Rutshuru, et même là où il y a, n'oublions pas toujours au Kwamut. On apprend aussi que la population congolaise du Nord Kivu s'oppose au déplacement des bornes, que les incirconcis ougandais seraient en train d'opérer ce déplacement. Ça, je le dis en passant, oui, c'est la nouvelle que je viens de recevoir. S'il faut revenir à cette question-là, faisons attention. S'il y a une population du Nord Kivu, toute la province est privée, même les partis non occupés, l'Ituri, la population va se dire que Kinshasa ne se préoccupe plus de nous. Et donc, ça serait demander à la population de se prendre à charge, ou ça serait livrer cette population à la balkanisation. Et donc, c'est l'avenir de la nation congolaise qui serait à péril. Mais ce que je veux vous dire, il y a quelque chose d'anormal qui se passe chaque fois que nous approchons les élections. Ce phénomène s'est passé en 2006, à 2011, à 2018, et il vient de recommencer. Chaque fois que les élections approchent, il y a activisme de différents groupes armés à l'Est. Et vous avez même appris que les tueries qui avaient cessé à Beni viennent de reprendre la semaine passée. Vous avez appris que ça s'intensifie en Ituri.
et même l'affrontement intercommunautaire. Et ça laisse penser qu'il y a toujours une main noire qui orchestre ça. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans le territoire de Lubero. À 3 mois des élections, nous pensons que la commission, le comité national de sécurisation des élections, va renforcer la sécurité dans les territoires à problème comme Beni, comme Lubero. Mais on nous annonce depuis 3-4 jours que le commandement de FARDC dans le territoire de Lubero est en train de retirer les quelques militaires qui gardaient la sécurité, notamment dans les contrées de l'ouest comme Lubero, de Lubero comme les localités de Wuyinga, de Mabambi, pour ceux qui connaissent la contrée. Et ça fait peur. Et d'ailleurs, en entrant ici, on vient de me dire, tout juste quand j'entrais dans ces studios de Télé 50, on vient de me dire que Maï Maï vient de tuer une fille dans la localité de Makoko, c'est à 50 km à l'ouest de Butembo, tout simplement parce que ce soir d'aujourd'hui, mercredi, Maï Maï a voulu demander le téléphone, de prendre le téléphone de la fille a refusé, et le Maï Maï vient de tirer sur la fille vient de mourir. Maï Maï qui se disent patriotes. Patriotes. Alors, et comment la population vient de tuer le Maï Maï sur les champs. Et donc, nos électeurs, ils sont fouettés parce qu'ils sont soumis à des corvées, construisent des cases, soit pour le Maï Maï, soit pour le FARDC. Le Maï Maï, il faut payer des impôts sur l'ensemble de la province. Vous aussi, vous parlez mal des FARDC? Des FARDC? Je n'ai pas parlé mal. Vous avez dit qu'ils construisent des cases. Et d'ailleurs, la revendication de la... Mais un militaire formé ne peut pas amener les petites filles à construire des cases pour lui. Les revendications de la population de Lubero, c'est de dire que la police et le FARDC gardent la sécurité dans l'ensemble du territoire. Mais on dit qu'il n'y a pas d'éléments et on constate que beaucoup de villages sont gardés par des groupes locaux armés. Mais nous irons comment aux élections? Le 3/4 du territoire de Lubero sont occupés par des groupes d'autodéfense. Alors, est-ce que le gouvernement fait suivre la logistique? Parce qu'on nous fait croire que ces groupes-là seront désarmés, ils sont là en attendant d'être démobilisés. Mais ça fait 1 année, 2 ans qu'ils ne sont pas démobilisés. Pourquoi les quelques militaires qui gardent la sécurité sont ravis là-bas? Et ces groupes-là, ils arrachent directement les péages de route. Et c'est un sous-développement qu'on est en train d'entretenir. Et donc, il y a une grande inquiétude, à part la guerre du M23, dans le Massissi et le Rutshuru. Et même le chef-lieu de Nyiragongo n'est pas contrôlé par le gouvernement. C'est seulement une partie du territoire de Nyiragongo. Et donc, moi, je plaide particulièrement, comme cette fille qu'on vient de tuer ce soir dans le village de Makoko. Elle s'appelle Kasoki Matou Mosifa. Elle meurt comme ça. Et la semaine passée, c'était au sud du territoire de Lubero qu'un autre Maï Maï a tué un homme parce qu'il lui revendiquait 1000 francs. Une taxe instaurée par des groupes d'autodéfense. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que le commandant suprême des forces armées est formé? Parce que l'élection, pour nous tous, candidats à toutes les élections à tous les niveaux, l'élection se joue au niveau local. Et Touri, cette population mobilisée chaque jour va nous dire quoi? Parce qu'on a vécu cette situation en 2018. Monsieur Vamouti, oui. C'est à vous qu'on devait poser toutes ces questions. Alors, comment on appelle ça? Ituri et Nord Kivu sont les 2 provinces sous l'état de siège, qui n'est pas encore levé. Alors, comment expliquer que ces provinces sont dirigées par des gouverneurs militaires, ville-gouverneurs, policiers, des maires militaires, maires adjoints ou l'adjoint au maire, policiers, jusqu'au niveau des territoires. Alors, comment expliquer qu'ils ne parviennent pas à prendre possession de ces territoires, même de coins où il y avait absence de l'État? Comment expliquer ça? Ils ne sont pas faits pour des bureaux. À Goma, Beni Butembo, dans les conforts, accordant plutôt des audiences, et puis ce remplement, voilà, ce remplement, je parle de la santé, justement. Moi, je commence un peu à... Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup d'évaluations, et ces évaluations, ces rapports-là, vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez les chercher, voir les conclusions. Le Premier ministre s'est déplacé 2 ou 3 fois
sur Goma, sur Bunia. Il y a une table ronde qui vient de se terminer ici. Moi, j'ai séjourné les 2 derniers mois à Butembo, à Lubero, à Beni, à Goma. Donc, je n'étais pas ici quand ça se tenait. Donc, vous pouvez essayer d'avoir des copies. Mais moi, ce que je demanderais aux décideurs, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des FARDC, c'est la population se demande qui assure sa sécurité dans le territoire de Lubero, voilà. etc. C'est la question. Très bonne question. Qui se pose. Est-ce que les groupes armés ont l'autorisation d'assurer la sécurité? Alors, si oui, alors il faut les prendre à charge. Sinon, si on ne commence pas à déployer, au lieu de déployer le FARDC dans l'ouest de Lubero et dans les autres parties des territoires du Nord Kivu, merci. Qui ne sont pas le temps, nous avons. On ne prépare pas les élections. Il faut sécuriser. Merci beaucoup. Et j'ai là ce cri d'alarme. On ne doit pas mourir comme des mouches. Nos électeurs ne doivent pas être. Merci beaucoup, Monsieur Bamouti. Merci beaucoup pour avoir accepté d'être avec nous ce soir. Je rappelle que pour sécuriser les futures élections qui approchent dans 3 mois. Le message est passé. C'est très important d'en parler. Non, sur la sécurité. Non, c'est le temps, le journal, c'est dans quelques minutes seulement. Ça a été laborieux. Je rappelle que Chrysostome Bamouti est le secrétaire exécutif national adjoint de l'Alliance démocrate pour le renouveau et le progrès ADRP, également secrétaire général du MSR, le mouvement social pour le renouveau. Je vois beaucoup de réactions de politiques, surtout de l'Est. Nous vous saluons. Vous nous avez suivis très nombreux. Je ne saurais pas lire vos messages. Je sais que vous nous portez beaucoup dans l'Est pour notre nationalisme, notre patriotisme. Nous vous aimons bien. Très bonne soirée. Le journal, dans moins de 10 minutes sur nos antennes. Au revoir.